Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gann pour vous retrouver. Les chiffres de l'ADP viennent de tomber, ils sont bons. Alors, ils passent le consensus, bon, ça crée un peu de volatilité, mais en même temps, le marché n'achète pas là du dollar. L'eurodoll garde quand même le cap, et donc il y a des seuils techniques par contre à franchir pour aller plus haut, mais ne sous-estimons pas le fait que les chiffres là sont bons pour le dollar US, donc ça bouge pas. Au final, pour vraiment voir l'euro-dollar accélérer, il aurait fallu un mauvais chiffre, mais j'ai toujours ce biais positif, moi, vous savez, donc au sujet de l'euro-dollar. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. On va étudier les prochains seuils techniques de l'eurodoll. Qu'est-ce qui peut le faire accélérer? Mais c'est simple, il faut dépasser les sommets il y a quelques semaines, 1,1343. Voilà. Si l'eurodoll passe 1,1343, eh bien c'est 1,1375, 1,14. Ce sont les deux gros seuils. Il va falloir s'en affranchir pour aller plus haut. J'ai quelques éléments à vous montrer, sachant que là l'eurodoll garde quand même le cap et affiche sa force en dépit de ce bon chiffre pour l'économie américaine. On a quand même eu à 14 heures aussi les chiffres de l'inflation en Allemagne qui sont bons pour l'euro. L'inflation en Allemagne a dépassé les attentes. L'ADP est bon, mais le dollar reste faible parce que voilà, bon, on le sait que l'économie américaine crée chaque mois 200 000 emplois. On sait aussi que le taux de chômage est bas aux États-Unis, mais ça fait des mois qu'on le sait. C'est un rythme de croisière qui ne modifie plus le positionnement de la Réserve fédérale et donc là aussi le positionnement des traders sur le dollar américain. Alors j'ai quelques éléments nouveaux à vous montrer depuis ce matin, il n'y a pas non plus là une vol excessive, donc on va prendre le temps de regarder ce qu'on peut envisager sur l'eurodoll, qu'est-ce qui peut le faire monter davantage, si on va sur un support, qu'est-ce qu'on peut acheter. Bon, moi je vais vous donner quelques pistes d'analyse technique. Tout d'abord, le chiffre c'est donc 200 000, le consensus c'était 195, le marché il n'achète pas de dollars US, l'eurodoll garde le cap, donc c'est toujours ce même principe, lorsque des nouvelles fondamentales doivent faire baisser l'euro, mais que ça ne le fait pas baisser, c'est que l'euro a envie de monter. Et lorsque les chiffres sont bons pour le dollar US, mais que le dollar ne monte pas, c'est que le dollar n'a pas fini de baisser. Donc au final, ça se traduit par une avancée du taux de change euro-dollar. Voici les toutes dernières données du Speculative Sentiment Index de FXCM. C'est tout chaud, c'est tombé il y a 5 minutes. Vous avez donc l'avancée de l'eurodoll qui tutoie donc les 1,1343, le prochain seuil d'accélération haussière, parce que si ça passe 1,1343, c'est 1,1375 et au-delà d'1,1375, c'est 1,14, 1,1450, 1,15. Bref, bon, vous connaissez les cibles d'analyse technique. Vous avez eu donc une explosion des positions short ici sur l'eurodoll. Ça, ce sont les toutes dernières données, donc ça fait partie des éléments aussi qui favorisent une avancée de l'euro-dollar. Donc là, pour l'instant, l'eurodoll il attaque pas le seuil. C'est précisément en fait les sommets d'il y a quelques semaines, c'était 1,1342,3. C'est vraiment ce seuil qu'il faut dépasser pour envisager une avancée. Là, l'eurodoll s'installe dans un espèce d'orange ascendant, donc c'est plutôt fort, parce que vous avez eu le mât haussier d'hier, porté par un volume d'échange supérieur à celui de la Réserve fédérale. C'est ça qui m'intéresse. Le volume d'échange hier à l'achat a dépassé celui du 16 mars, donc fait partie des facteurs de participation qui soutiennent la hausse. Vous ajoutez à ça l'explosion des positions short des traders particuliers alors que le marché monte. Bon, on a passé en revue ce matin ces différents arguments, c'est plutôt un facteur de force. Donc là, il n'y a pas beaucoup de vol. C'est vrai que j'aurais bien aimé voir un eurodoll revenir tester un 12,80, un 12,90. Bon, voilà, ça peut encore le faire, je ne sais pas. Tant qu'on ne passe pas à un 13,43, il n'y a pas de nouveau breakout haussier. Mais ça reste quand même bien orienté. Bon, là, je dois admettre que ça bouge pas non plus énormément. Mais on garde le cap au fond de la dynamique qui est celle depuis, si je prends du recul, début décembre 2015 et surtout début mars, mi-mars, fin mars et depuis forcément lundi avec les premiers signaux positifs qui ont été donnés depuis 1,15. Depuis 1,1150, pardon, 1,15 n'importe quoi, depuis 1,1150, lorsque Eurodollar a réagi sur cette proportion de marché et avait dépassé en 4 heures MM20. Donc là, ça bouge pas tellement. Moi, je surveille toujours la MM 20 heures, 1,1280, 1,1290. Le marché n'ira pas plus haut tant qu'il ne s'affranchira pas des 1,1342. Ce sont les plus hauts, je vais vous montrer, c'est simple, ce sont les plus hauts du 17 mars, en fait, les plus hauts de la Réserve fédérale. Pourquoi c'est important cette zone? Parce que vous imaginez bien que toutes les positions vendeuses, parce qu'il y a des positions vendeuses, c'est ce que je viens de vous montrer à travers les positions short des traders particuliers, par exemple chez FXM dans le monde, il y a beaucoup de vendeurs, il y a même une majorité de vendeurs. D'ailleurs, depuis hier, il y a de plus en plus de vendeurs de l'euro-dollar. Vous imaginez bien
qui vont pas, ces traders, vendre sans mettre de stop. Bon, eh bien forcément on peut envisager que les sommets du 17 mars, qui sont les sommets de la réserve fédérale, eh bien, sont justement le niveau qui est utilisé. Donc pour l'instant le marché reste en dessous dans cette espèce de congestion qui est celle du marché depuis ce matin, qui est légèrement ascendante, qui a vu le marché faire un nouveau plus haut, mais on teste et on ne passe pas pour l'instant les sommets de la réserve fédérale. Alors, je vais faire un tour d'horizon des paires majeures, on va regarder les indices boursiers, et puis on surveille l'eurodoll, ce qu'il fait, s'il revient sur support, s'il dépasse la résistance, ce sont des choses qui m'intéressent. Alors, le GBP USD lui remonte un peu plus fort que le taux de change eurodoll. Sur le GBP USD, il y a toujours, mais je pense que c'est agressif comme vue de marché, cette possibilité de voir le câble former une structure de creux en épaule, tête-épaule inversée. Sauf que ce scénario sera valable uniquement si on dépasse les 1,45, les 1,45 dont on s'est approché ce matin. Le seul bémol avec cette stratégie sur le GBP USD, alors qui n'est pas une stratégie, qui est simplement une hypothèse, moi je m'en écarte parce que le GBP, franchement, il a une volatilité qui lui est propre, qui est due à des facteurs politiques, et il n'y a rien de pire pour la volatilité du marché, les facteurs politiques, mais ce qui est certain, c'est que si le GBP USD dépasse 1,45, c'est un signal de trading pour envisager une remontée supplémentaire. Pour là, le marché ne passe pas, mais en tout cas, je surveille ce seuil. Le taux de change USD-Yen qui a échoué hier sous sa résistance extrême comprise entre 114 et 115, alors qui remonte légèrement. Pourquoi? Parce que je vous ai positionné ici les objectifs théoriques de la structure en avalement baissier en données journalières que le marché a construit hier, et la première cible c'était 111,90. Donc 111,90 c'était la première cible, c'est du rythme de marché, ça remonte. J'aurais quand même toujours tendance à utiliser sur le taux de change USD-Yen la moyenne mobile à 20 jours. La moyenne mobile à 20 jours qui passe à 112,90 en tant que résistance. Le seul souci des stratégies de vente sur les paires en yens, c'est que les indices boursiers sont forts, et les marchés actions US font des nouveaux plus hauts, le Dow Jones fait des nouveaux plus hauts, le SP500 fait des nouveaux plus hauts, parce que justement bien le marché est rassuré par la réserve fédérale des États-Unis. Le yen est faible, l'USD yen a quand même baissé parce que le dollar US est encore plus faible que ne l'est le yen, et c'est ce que vous avez pu observer depuis hier avec la remontée de l'euro-dollar, la remontée du GBP-USD, la remontée du NZD-USD, la remontée de l'AUD-USD ou encore l'USD4 qui a cassé des supports. Le seul facteur commun, il y a bien un facteur commun à toutes ces stratégies, à tous ces mouvements, c'est l'USD. C'est le facteur commun, il est faible. Il l'est depuis le début de l'année, il l'est un peu plus encore depuis hier. Donc, l'euro-dollar, c'est bien ce qu'il fait. Moi, je trouve que du point de vue de la construction du mouvement, c'est une bonne chose. L'ADP qui est solide ne permet pas à l'euro-dollar de donner un nouveau signal d'achat parce que le marché voit ce consensus battu, 200 000 créations d'emplois. Donc sous un 13,43, on n'ira pas plus haut, mais je pense que voilà, si on ne va pas plus haut maintenant, on ira plus tard plus haut. J'envisage toujours à terme une cassure haussière des 1,1343 $. Il y a une zone d'intérêt que je surveille, qui est celle comprise entre 1,1280 et 1,1290, et qui est renforcée donc par cet indicateur de tendance, ici la moyenne mobile à 20 périodes, qui m'intéresse. Je vais vous montrer d'autres éléments. Voici ici donc en données 4 heures, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Il y avait une congestion hier entre MM20 et MM50 sur l'horizon de temps 4 heures. Le marché en sort par le haut. Et la prochaine clôture 4 heures, et je la surveille de près parce que MM20 est en train de croiser à la hausse MM50. On retrouve là aussi un alignement positif. Ça fait aussi partie des éléments qui permettent d'envisager à terme la poursuite de la remontée du taux de change euro-dollar. Alors maintenant, il y a plusieurs possibilités. On est soit déjà long de l'euro-dollar, comme c'était possible. Il y avait une fenêtre hier technique de tir entre 1,1150 et 1,12. Il y avait encore la possibilité d'intervenir à la cassure des 1,1220 et puis depuis il y a eu une succession encore ce matin, un range. Mais je vais essayer de m'adresser peut-être à ceux qui ne sont pas du tout dans le marché et qui souhaiteraient l'être. Alors, parce qu'on ne va pas forcément se cacher derrière un mouvement qui a déjà démarré, ce serait trop facile. Alors, je vais justement descendre d'un horizon de temps. Je surveille sur l'euro-dollar une zone qui est comprise entre 1,1280 et 1,13. Entre 1,1280 et 1,13, ça me paraît être la première zone de support sur le taux de change euro-dollar, susceptible de faire réagir le marché. Il y a une autre possibilité, alors qui n'est pas forcément appréciée de ceux qui cherchent à avoir un prix bas, mais il y a une autre possibilité, qui est celle d'intervenir en cassure des 1,1343 $. Et pour intervenir en cassure des 1,1343 $, c'est l'ordre stop, c'est-à-dire l'ordre en attente d'exécution qui est placé à 1,1350 par exemple. Parce que si le marché attaque 1,1350, c'est pas pour s'arrêter à 1,1351 ou 1,1352. On ira plus haut, on joindra 1,1375 et 1,14 $.
Donc voilà ce que l'on peut dire. Voilà donc la construction du taux de change euro-dollar, une légère consolidation avec un chiffre de l'ADP qui est solide. Le marché, voilà, il a dépassé 200 000 créations d'emplois, il a dépassé le consensus, donc il y a un léger renforcement du dollar US sur le court terme. Alors, un graphique ici de l'US dollar index qui vous montre qu'on est toujours dans des dispositions techniques qui sont baissières sur le dollar US, notamment depuis hier. Alors forcément le timing, hein, la résistance du dollar c'était lundi, c'était mardi, c'est pas aujourd'hui, puisque là regardez l'US dollar index de FXM, mais il est sur support, il est sur ses plus bas, mais c'est clairement pas un support qui moi m'intéresse pour une stratégie d'achat, puisque je vous remonte ce graphique de long terme du dollar US depuis le début de l'année, le piège du mois de janvier, l'avalement baissier du mois de février, le rejet hier et ces moyennes mobiles qui se retournent, qui m'invitent toujours à penser que le risque pour le dollar américain à terme c'est de casser ce support et justement d'aller plus bas. La UD-USD toujours bien orientée, il y a un support à 0,76, c'est le nouveau support. Moi au-dessus des 0,76 $, je garde le cap sur la UD-USD. Il y a probablement une stratégie qui devient plus intéressante que l'Aussie dollar, c'est le Kiwi dollar. Lui, il est solide et surtout en données journalières, c'est le seul marché qui potentiellement, si j'avais le pouvoir maintenant d'arrêter la clôture journalière, le pouvoir que je n'ai pas, mais si je pouvais maintenant fixer le chandelier journalier, la seule cassure haussière D1, c'est celle du NZD USD. Donc celui-là est intéressant parce que potentiellement on sort par le haut d'un range qui a duré longtemps sur le NZD USD, une espèce de triangle ascendant qui se construit depuis l'été 2015. Alors autant vous dire que si ça passe, déjà il faut du volume. Alors ça peut être aussi un bon réflexe aujourd'hui d'observer le volume d'échange sur le NZD USD. Mais typiquement, il y a un niveau de support qui moi m'intéresse à 0,6870 $ et qui est susceptible d'intéresser les acheteurs. Mais par contre, c'est clairement important d'attendre en clôture la cassure de la résistance à 0,6870 $. Alors, je vais déjà commencer à prendre toutes vos questions sur les paires majeures. Pour moi, l'euro-dollar revient dans une zone d'intérêt. Alors, on n'y est pas encore exactement. 1,1280. Entre 1,1280 et 1,13, c'est clair. Voilà, moi je suis pas obligé de prendre ce risque parce que j'avais d'ores et déjà hier une stratégie haussière entre 1,11 sur 1,1160 à 1,1170. Mais je pense que 1,1280, 1,1290, c'est une bonne zone d'entrée. C'est une bonne zone d'entrée. Et ce que fait là en intraday, j'étudie avec vous là, les bougies japonaises en données horaires, c'est une consolidation légèrement ascendante qui participe de la construction de la tendance haussière et on peut envisager la poursuite d'un range haussier. Donc, en données horaires, vous avez cette ligne de tendance, vous avez un 12,80, un 12,90, les 1,1342, je pense qu'on peut avoir ici une espèce de range avant-derrière, d'avoir donc une extraction positive. Il y a une moyenne mobile à surveiller, c'est MM 20 heures, donc elle approche au contact des cours, on n'y est pas encore, elle se situe à peu près une vingtaine de pips en dessous du niveau actuel des cours. En tout cas, moi c'est la zone qui m'intéresse. Alors, je continue et on va étudier les indices boursiers US et européens. Alors, par rapport à ce matin, il n'y a pas réellement de nouveauté. Le Dow, le SP500 font des nouveaux plus hauts. Sur l'US 30, je vise désormais 17 977 points, 18 000 points en gros, pour arrondir. Un 18 000 points, donc un Dow Jones qui revient sur ses sommets du mois de novembre et décembre 2015. Le SP500 m'intéresse moins parce qu'il est en retard et il sous-performe. En gros, actuellement la hiérarchie c'est les marchés actions US, puis les marchés actions asiatiques, puis les marchés actions européens en termes de comportement relatif, ce qui signifie que pour les stratégies swing, les marchés actions européens sont les moins intéressants. Et au sein des indices boursiers américains, c'est l'US 30 qui a la construction technique la plus propre, peut-être parce qu'il est composé de moins de valeurs, et notamment donc des poids lourds, et qui bénéficient parce que forcément ce sont ces poids lourds qui exportent le plus. Et donc mécaniquement, si le dollar US est sous pression depuis quelques semaines, et notamment depuis hier, ça bénéficie probablement avant tout aux poids lourds exportateurs de l'industrie américaine. Ils sont dans le dos avant d'être dans le SP500. Alors ils sont aussi dans le SP500, mais dans la modélisation générale de l'indice, ils ont moins de poids que dans l'US 30. Donc c'est pour ça que probablement c'est une des explications de la surperformance de l'US 30. Alors, un coup d'œil sur les marchés actions européens et ensuite je vais répondre à vos questions. Et en fait rien de nouveau pour les marchés actions européens, ces marchés sont dans des ranges. En termes de stratégie swing, les marchés actions européens sont inintéressants depuis le début du mois de mars.
C'est une espèce de congestion latérale qui n'a pas de forme précise sur le plan chartiste, donc c'est une congestion latérale informe, ni triangle, ni biseau, ni rectangle, rien. C'est pas évident. En l'état, les marchés actions européens sont dans des ranges, qu'il s'agisse du DAX, de l'Eurostoxx 50 ou du CAC. Donc à la recherche de stratégies swing, ils ne sont pas du tout adaptés. Par contre, pour l'intraday, on a ici, donc vous avez les bougies japonaises du DAX en données horaires, 9750, 10100. 9750, 10100 avec des excès plus ou moins hauts, c'est pas précisément les niveaux horizontaux, mais ça fonctionne bien parce que justement les marchés actions européens sont dans des ranges. Et pourquoi les marchés actions européens sont dans des ranges? Pourquoi est-ce qu'ils sous-performent Wall Street? C'est pas la seule explication, mais c'est une des explications, c'est la remontée du taux de change euro-dollar. C'est très similaire à ce qui se passait en 2015, mais à l'envers. Voilà, c'est très similaire à ce qui se passait en 2015, mais à l'envers. Donc, l'eurodoll, je m'intéresse toujours à des supports pour des stratégies d'achat. Et justement, je pense que les bons chiffres macroéconomiques américains créent ce que moi j'appelle du rythme de marché, c'est-à-dire que ça permet à l'euro-dollar de ne pas monter en ligne droite, et ça permet aux traders qui ne sont pas dans le marché de bénéficier de niveaux de support. Donc, l'euro-dollar, je garde le cap et mon positionnement haussier. Et forcément, je vais avoir besoin maintenant d'une cassure des 1,1343 pour vraiment concrétiser ce scénario qui a démarré donc déjà depuis 10 jours, mais qui a surtout redémarré hier entre 1,1150 et 1,1180. Donc vous avez sous les yeux les chandeliers horaires de l'euro-dollar et j'accède à vos toutes premières questions. Alors, donc c'est parti, allez-y, hein, vous pouvez poser des questions. Là, je vois que vous avez été beaucoup attentifs. Alors bonjour Alain, vous arrivez à l'instant, vous êtes à la bourre. ADP comme Aéroport de Paris, rigole JS. Alors non, euh, alors ADP comme l'ADP, comme automatique quelque chose, data, laissez-moi juste retrouver ça, ça doit être automatique data, l'ADP, c'est automatique data. Ah, faut que je retrouve ça. Bon, bref, il y a une époque, je connaissais par cœur, je sais plus. Mais en gros, voilà, ce sont les données du marché du travail gérées par l'ADP, c'est une structure de ressources humaines en fait. Hein, elle gère des contrats de travail, etc. Puis elle est capable de faire remonter des informations. Donc voilà, alors je vous montre un histogramme. Je l'enregistre, je vous le montre tout de suite. Voici les chiffres qui ont été publiés. Alors, ils battent le consensus, hein, ce sont des bons chiffres pour le dollar US. Forcément, pour envisager une poursuite de l'accélération de l'euro-dollar, alors attendez, on va prendre un peu de recul, hein, en données journalières. Voilà l'eurodoll, hein, 3 séances consécutives de hausse. On attaque les sommets de la réserve fédérale à 1,1343 $. Pour franchir 1,1343 $, il fallait forcément un chiffre qui soit mauvais ou conforme au consensus. Bah là, le chiffre est battu. Donc je vous le montre. Hein. Hop, le voici. Voici la statistique qui est tombée. Donc, on est quoi là en mars, l'économie américaine crée 200 000 emplois. En mars, l'économie américaine crée 200 000 emplois sur une partie de la population active qui est gérée par l'ADP, soit 18% de la population active aux États-Unis, à peu près 25 millions de personnes. Et donc, le marché envisageait seulement 195 000 créations d'emplois. En l'état, c'est une bonne statistique pour le dollar US, ce qui renforce à court terme le dollar US, alors que ce marché a fortement chuté, notamment là depuis lundi, puisqu'il est passé de 1,1150 à 1,1343 $. Alors voilà beaucoup de questions qui arrivent. Donc on va y répondre. Bonjour Alain, quel est votre conseil sur le DAX? C'est par fil qui nous précise qu'il s'agit donc de l'automatic data processing. Alors mon conseil sur le DAX, eh ben, je vais chercher le DAX de suite et je vais tout de suite vous donner ça. Alors mon conseil sur le DAX, c'est déjà de ne pas se mettre en face de la force de Wall Street, qui a quand même tendance à tirer les marchés actions européens, même si ces derniers sont dans des congestions. Si je décortique l'ensemble des chandeliers horaires ici du GR30 depuis ce matin, ils sont haussiers. Là on commence par contre à plafonner. Je dirais que au niveau actuel des cours, 10 038, c'est clairement pas un bon timing pour envisager un long sur le DAX, hein, puisqu'on est dans cette zone d'excès qui a été vendue ici le 17 mars, qui a été vendue le 21 mars et qui a été vendue le 23 mars, sauf qu'à chaque fois on a fait des excès un peu plus hauts que le précédent. 10 067, 10 100 et 10 116. Donc
Est-ce que le DAX peut revenir et faire un nouvel excès marginal? Je sais pas moi, 10 150, écoutez, pourquoi pas. Pour l'instant, rien ne se met en face de l'avancée du DAX. On a un beau mât haussier ce matin. Pour l'instant, on le consolide légèrement, on fait un range. Et on a un premier support justement à 10 000. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est toujours le même point qui est tradé par les investisseurs en intraday sur le DAX depuis quelques semaines, les 10 000, et c'est propre à chaque fois. C'est-à-dire que le moindre chandelier intraday, attendez, le moindre chandelier intraday de réintégration, alors je l'ai plus, là je sais pas pourquoi j'arrive pas à le placer, voilà, hop, le moindre chandelier intraday de réintégration des 10 000 sur le DAX fait baisser le marché. Donc tant qu'on est au-dessus des 10 000, j'éviterai de chercher à vendre le DAX. Par contre, voilà, un chandelier 30 minutes, 15 minutes qui réintégrerait les 10 000 points verrait donc le DAX, je pense, retomber sur 9 950. Mais au-dessus des 10 000, alors attendez, je vais les positionner. Hop, alors je sais pas pourquoi. Voilà, ça y est, j'avais désactivé mon clavier. Hop, 10 000, voilà. Au-dessus des 10 000, j'éviterai de m'y exposer. Regardez en données horaires. Là, vous avez la tentative de cassure du 17 mars, la réintégration, ça baisse. La tentative de cassure du 21 mars, la réintégration, ça baisse. La tentative de cassure du 23 mars, la réintégration, ça baisse. Et là, donc, on a une tentative de cassure et pour l'instant, le marché la tient. Donc, ça a l'avantage d'être un chiffre rond au-dessus des 10 000. Eh bien, le DAX a une possibilité de remonter. Et puis si on réintègre, non. Par contre, voilà, forcément, au niveau actuel des cours, il y a deux possibilités. Utiliser les 10 000 pour se placer, mais alors un stop très serré en dessous. Et puis pour ceux qui ont plutôt une anticipation baissière sur le DAX, le moindre chandelier, juste un M15, et honnêtement, je l'avais vérifié, ça fonctionne, un M15 qui clôture sous 10 000, on rentre en phase de contre-pied et ça retombera donc sur le support. Alors, je repasse sur le Forex parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc oui, moi sur l'euro-dollar, je garde complètement le cap, il n'y a pas photo, et je trouve que ce que nous fait là le marché en intraday, c'est idéal. On revient vers des zones de support. Moi j'ai toujours préféré, dans une phase haussière, m'intéresser à des niveaux de support qu'à des breakouts, mais je peux aussi concevoir qu'on veuille attendre une cassure significative des 1,1345, les sommets de la Fed, pour se placer long. Et moi je garde le cap. Sur l'euro-dollar. Potentiellement, j'envisage que cette fois-ci ce soit la bonne pour aller chercher les 1,14. Alors pas aujourd'hui, hein, le chiffre ne l'autorise pas. Lorsque je parle de la bonne séquence, c'est celle qui a démarré lundi. Voilà, celle qui a démarré le 28 depuis les 1,1150. Cette fois-ci, il y a eu une tentative vaine avec la BCE, 1,1350 c'est retombé. Il y a eu une tentative vaine avec la Fed, 1,1350 c'est retombé. Sauf que dans cette seconde tentative vaine de la Réserve fédérale, le marché n'est pas retombé tout en bas. Il s'est stabilisé sur 1,1150 et il repart. Donc cette fois-ci, bien, j'envisage qu'à terme, ce soit cette fois-ci bien, la bonne tentative. Bon, là, le chiffre ne l'autorise pas, ce ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. On va voir avec l'ouverture de la session US. Mais ça permet en tout cas des retours sur support et moi, c'est ce qui m'intéresse. Alors, quel est votre avis sur le pétrole, l'euro CHF et le gold? Alors c'est parti, je les prends tous dans l'ordre, le pétrole, l'euro CHF et le gold. Alors le pétrole, j'ai toujours une anticipation, alors elle était négative à court terme, j'ai le sentiment qu'on se stabilise. Forcément, il y a les stocks de pétrole cet après-midi, donc ça va avoir un impact sur le prix du pétrole. J'ai simplement le sentiment technique, pas le sentiment, la vue de marché technique, que le pétrole sera en train de proposer une sorte de dive haussière cachée que vous pouvez visualiser ici sur le RSI D1. Le seul bémol, c'est que ce RSI D1, on ne peut pas encore l'utiliser, mais je me projette un peu. J'apprécie aussi le rôle de ces deux moyennes mobiles. Vous êtes ici sur l'US Oil en données journalières. Là, j'ai la moyenne mobile à 20 jours qui soutient les cours. Et là, j'ai la moyenne mobile à 200 jours qui a attrapé les cours par le haut, qui les a couverts. En l'état, si vous étudiez la réaction du prix du pétrole ces dernières semaines à chaque fois que sont publiés les stocks de pétrole aux États-Unis, la réaction in fine, donc lorsque j'écarte la vol qui suit les minutes de la stat, la réaction in fine, donc celle qui s'installe, elle a été haussière. Donc, je vois l'US Oil tester la moyenne mobile à 20 jours, former un support à 38 $. Écoutez, pourquoi est-ce que ces 38 $ ne seraient pas un point bas à court terme pour le pétrole? Bon,
On verra, mais en tout cas là c'est le scénario que je vous propose, basé donc sur ces différents éléments techniques. Alors je continue les questions. L'eurodoll. Les questions sur l'eurodoll, j'y ai répondu de long en large. Vous connaissez mon opinion, moi je ne lâcherai rien. Mais forcément, je vais avoir besoin maintenant qu'on casse un 1343. Voilà, bah là on n'a pas cassé un 1343. Mais au fond de moi, vous savez, si vous suivez notamment mes émissions depuis 2-3 semaines, si c'est pas pour aujourd'hui, ce n'est que partie remise. Et cette fois-ci, j'y crois, à la capacité de l'euro-dollar de dépasser les sommets de la réserve fédérale. Donc c'était un 13,42,3 $. Alors, mon opinion sur l'euro CHF. Mon opinion sur l'euro CHF, eh bien, l'euro CHF, honnêtement, c'est pas là où il y a beaucoup de volatilité. Eh bien, c'est simple, j'en ai pas. Je prends tous les chandeliers D1 de l'euro CHF depuis le 22 mars. C'est un range entre 1,09 et 1,0875, donc un range de 40 pips. Ça ne m'intéresse pas. L'euro et le franc sont dans une séquence d'équilibre des forces. Il y a, je pense, beaucoup plus directionnel à court terme. Et donc voilà. Donc là, forcément, ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a une question sur le NZD Yen qui est intéressante parce que les paires en yen, et notamment le NZD Yen, ont fermement réagi. Regardez la réaction haussière sur cette ligne de tendance haussière sur le NZD Yen. Le marché aurait donné un signal de vente s'il avait brisé 73,20. Il choisit le scénario opposé. Ça, c'est un signal de force à la fois pour le dollar néo-zélandais, mais surtout de faiblesse pour le yen. Mais surtout un signal de force pour le NZD. Le NZD USD est potentiellement en train de casser une résistance. Le NZD yen rebondit sur cette superbe ligne de tendance haussière. Alors que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a baissé ses taux, c'est un facteur haussier pour le dollar néo-zélandais. Vous avez ici un chandelier weekly, mais en données journalières, ça commence sérieusement à avoir belle apparence. Donc, le NZD Yen, je suis positif à court terme, on dépasse en plus des moyennes mobiles et j'envisage une remontée en direction des 79,40 yens. Voilà, 79,40 yens, c'est ça qui va m'intéresser sur le taux de change NZD Yen. Alors, quel est votre scénario sur le CAD Yen? Alors, je reviens sur le CAD Yen tout de suite. Alors, le CAD Yen, là, franchement, je pense qu'on est parti pour un scénario de breakout haussier. C'est pas encore acquis, mais cette ligne de tendance, le marché veut s'en affranchir. Regardez la construction technique. On a impulsion range. Le CAD Yen est en train de dépasser les 86,27. Le RSI rebondit sur 50, tente de s'extraire par le haut de ce range. 1, 2, 3, j'ai l'impression que le CAD Yen, avec bien sûr le pétrole qui est solide et le yen qui est sous pression. Alors le yen a été mis sous pression par, en début de semaine, des statistiques japonaises et hier donc par la Réserve fédérale des États-Unis, avec un scénario qui verrait le pétrole rebondir sur 38 $, eh bien on aurait donc un breakout haussier du CAD Yen et une remontée vers 87. 89 et peut-être 90. Mais ça vaut le coup d'attendre le chandelier journalier. Alors, hop, je continue. Alors, donc les questions. Que va faire l'euro CHF? Bonjour Alain, vous avez raté l'ouverture ce matin. Alors, bonjour JL, l'euro-dollar peut-il revenir à 1,1230 avant de remonter? Franchement, enfin après chacun son opinion, tout est possible hein, en termes de formation des prix. Et puis personne n'a de boule de cristal. Mais moi je vais vous livrer mon scénario technique qui est celui qu'il est peu probable de revoir 1,1230. Dans tous les cas, si le taux de change euro-dollar devait revoir 1,1230, autant vous dire que l'anticipation que j'ai d'une cassure des 1,1340 tombe à l'eau complètement. Ça, je ne me cacherai pas. Donc en fait, moi je vais garder le cap, qui est le cap que je vous ai proposé notamment hier, au-dessus des 1,1150, 1,1160. Je pourrais interrompre ce cap haussier parce qu'on a testé 1,1342 qui sont les sommets de la Fed, mais je fais le choix de ne pas abandonner la stratégie
et de lui accorder encore du potentiel et d'envisager donc la capacité du taux de change à briquer 1,1342 aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai pas la réponse, mais techniquement parlant, ça reste tout à fait de l'ordre du faisable. Puisque là, regardez en horaire, on a encore une belle construction, même en H4, forcément c'est joli en H4, parce que le fait que l'euro-dollar ait fait 1,1315, 1,1320, 1,1340, ça change rien en H4. Mais en H1, je trouve que ça a encore belle apparence sur le plan de la phase haussière. Alors, je me dépêche parce que je viens d'avoir un reminder, je dois avoir un rendez-vous il est quelle heure? À 15 heures. Je termine sur l'USD CAD. Mon scénario sur l'USD CAD est celui de la baisse. Tout d'abord 1,2920, mais avec un CAD qui est fort, avec un pétrole qui peut trouver support sur 38 et un USD sous pression de la réserve fédérale, et en plus un échec sous MM20 jours, tout me semble réuni pour que l'USD CAD non seulement tombe à 1,2920, mais casse 1,2920 et tombe enfin en direction de cette cible de moyen terme à 1,2850 $ sur le taux de change USD CAD. Et c'est probablement cet après-midi la prochaine paire qui sera impactée par la volatilité avec donc les stocks de pétrole. Et voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de vos questions. Vous avez tous mes scénarios, toute l'analyse technique que je vous ai proposée sur tous ces marchés. Merci d'avoir été attentif, d'avoir suivi le live. La prochaine émission, c'est pas 17h30, c'est 16h. Le point de marché vague d'Elliott, fourchette d'Andrews avec Nicolas Lavallée, avec donc toutes les stratégies de moyen terme. J'ai notamment hâte de savoir comment il a actualisé son décompte elliotiste sur le taux de change euro-dollar avec l'avancée récente. Et quant à moi, je vous suis toute l'après-midi sur Twitter. Je vais continuer de poster mes graphiques avec les mises à jour en fonction de ce que fera le marché, notamment sur l'USD CAD, notamment sur l'euro-dollar et tous ces actifs donc, qui sont liés à la volatilité relancée hier par Madame Yellen de l'USD. Merci à tous et à plus tard sur DailyFix.